Good Morning Business, le grand entretien. La situation au Niger est-elle une menace pour la France, pour ses ressortissants et pour les entreprises françaises qui sont présentes dans le pays mais aussi en Afrique? On va en parler avec Étienne Giros, président du Conseil français des investisseurs en Afrique. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord une réaction, on apprend à l'instant qu'une opération d'évacuation est en cours de préparation, évacuation aérienne, c'est ce que vient d'annoncer le ministère des Affaires étrangères. Écoutez, bonjour à tous. Je crois que ces opérations ont tout à fait leur sens et ont raison d'être préparées. Ça ne veut pas dire qu'elles auront lieu. Je pense qu'il faut suivre la situation heure par heure et c'est évidemment aux équipes du Quai d'Orsay et du ministère de la Défense de prendre les décisions opportunes. Mais il me semble que se préparer ne veut pas dire que l'évacuation aura obligatoirement lieu. Ça dépend comment évolue la situation. Ça me paraît assez normal et prudent. On a assisté ces derniers jours à des mouvements hostiles contre les intérêts français, notamment l'ambassade de France à Niamey. D'où vient ce sentiment anti-français qui se développe au Niger, mais aussi de plus en plus dans certains pays africains? Je pense que ce sentiment anti-français, il faut l'analyser de deux manières. D'abord, il existe dans une certaine minorité de la population, pour des raisons historiques, de la relation de la France avec ces pays-là, de la présence militaire, mais c'est plutôt un sentiment anti-politique française que anti-France. Et je peux vous dire que nous autres entreprises françaises, on a l'impression qu'il existe encore un très profond sentiment pro-français et envie de France. Les Français ne sont pas attaqués en tant que tels, et c'est plutôt une question politique qui se passe. Alors ensuite, je pense que sur la situation au Niger, il ne faut pas oublier qu'un pouvoir qui prend le pouvoir, ou plutôt une équipe qui prend le pouvoir de la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire un putsch, a besoin de soutien et qu'il est toujours utile et assez efficace de monter la population contre un ennemi commun réel ou supposé. Et donc, attaquer la France, c'est une manière aussi de soutenir une partie de la population autour du nouveau régime. Là, vous parlez des putschistes, mais est-ce que ce sentiment anti-français, il n'est pas attisé par d'autres régimes, et je pense notamment à la Russie? Mais il est évidemment utilisé par des pays étrangers qui sont actifs. Vous parlez de la Russie, mais il peut aussi y en avoir d'autres. Et c'est une manière aussi par laquelle se manifeste la concurrence exacerbée qui existe maintenant sur le continent africain au plan économique. Et pour affaiblir un pays, tous les moyens peuvent être bons pour l'attaquer en termes d'image ou en termes de ressenti dans la population. Mais votre sentiment... Mais dans la réalité, je peux vous dire que ce sentiment anti-français que je ne nie pas, il ne se traduit pas par des départs d'entreprises françaises. On ne peut pas dire, en tout cas au CIAN et pareil aussi au niveau entreprise européenne, il n'y a pas de départ d'entreprise de ce fait-là. Il peut y avoir des départs d'entreprise pour d'autres raisons, mais pas pour celle-là, à mon sens. Alors justement, on va s'intéresser au sort des quelques entreprises françaises qui sont présentes au Niger. Si on compare avec les événements qui se sont déroulés par exemple au Mali, quelles avaient été les conséquences sur les affaires ? Alors, il y a deux types de conséquences. La première, c'est que, en gros, les entreprises françaises, elles restent. Je n'ai pas connaissance, sauf peut-être un cas ou deux minoritaires qui ne seraient pas revenus à notre connaissance, que des entreprises françaises aient quitté le Mali et en tout cas, évidemment, pour l'instant, pas encore le Niger, à cause des événements politiques, ou le Burkina Faso, à cause des événements politiques ou de l'évolution des régimes sur place. Les gens continuent à travailler, les équipes continuent à travailler. Donc ça, c'est le premier élément. Il faut relativiser les conséquences de ces événements sur la présence des entreprises françaises dans ces pays. En revanche, ces événements ont une autre conséquence, c'est le deuxième point, c'est que ça crée une ambiance et une appréhension de ces pays qui n'est pas toujours favorable et que les investisseurs vont soit retarder des développements, des accroissements de leurs affaires, de l'achat de nouvelles machines ou la création de nouvelles installations, ou alors vont renoncer à investir dans ce pays, c'est-à-dire vont se retirer des projets. Donc ça, c'est pas bon pour la présence de la France, puisque quand un pays est dans une situation aussi incertaine, les investisseurs n'aiment pas beaucoup investir, notamment si l'investissement est de long terme et nécessite des gros fonds.
que vous êtes en contact avec les investisseurs depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous disent vos partenaires sur la situation justement au Niger et de manière plus générale en Afrique? Écoutez, d'une manière plus générale, les partenaires et les entreprises, qu'elles soient françaises ou européennes, n'ont pas de crainte particulière. Ce qui les soucie, c'est l'instabilité qui commence à gagner très fortement cette région. Ça fait quand même, nous en sommes maintenant au 5e coup d'État en 2 ans dans cette région du Sahel, si on y met la Guinée. Et donc ça, c'est évidemment pas favorable pour l'ambiance générale des affaires. Les investisseurs, ils ont besoin à la fois d'une vision à long terme et d'une permanence dans l'organisation et pas des changements incessants qui peuvent donner lieu à des manipulations, comme on l'a évoqué juste avant. Donc ça, c'est un petit peu souciant, mais je vous répète que ça ne cause pas ou n'engendre pas de départ d'entreprise dans le court terme. La question évidemment de l'uranium est centrale. C'est l'un de nos fournisseurs d'uranium avec Orano qui exploite plusieurs mines dans le pays. Est-ce qu'il y a un risque particulier sur cette activité qui est l'une des ressources évidemment du pays? D'abord, comme je l'ai dit, ces événements qui sont de nature politique, diplomatique, militaire, il n'est pas certain qu'ils impactent fortement le fonctionnement de l'économie au jour le jour, que les usines soient attaquées, que les ateliers soient fermés, que les entreprises soient nationalisées. Ça, c'est pas le scénario que nous envisageons. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut relativiser l'importance de l'uranium nigérien dans l'approvisionnement français, puisque, comme vous le savez sans doute, d'abord le Niger est le 5e ou le 6e producteur d'uranium du monde. Et en ce qui concerne la France, pour ses approvisionnements, selon les années, entre 20 et 35% de l'uranium français provient du Niger. C'est notre 4e fournisseur. Voilà, c'est le 4e fournisseur. Et comme vous le savez, il y a des républiques à l'est, le Kazakhstan ou d'autres républiques qui se terminent en ce temps, qui fournissent aussi ainsi que l'Australie, qui fournissent beaucoup d'uranium à la France. Donc il y a d'autres sources et l'approvisionnement français, contrairement à une idée assez reçue qui fait croire que l'uranium français dépend du Niger, il dépend certes du Niger, mais comme un autre fournisseur parmi 4 ou 5. Il y a donc des solutions de repli au cas où il y aurait une difficulté d'approvisionnement, mais pour l'instant, je n'en vois pas je vois pas de raison objective de le craindre. Vous dites qu'il n'y a pas d'exode des groupes français en Afrique. Pourtant, certains ont choisi de quitter le continent. Je pense notamment à Bouygues ou à Bolloré. Est-ce que ce sont pour des raisons qui leur sont propres ou est-ce qu'il y a une remise en cause, peut-être, de la présence africaine de certaines entreprises françaises? Alors, ça dépend. Quand vous êtes en Afrique, vous avez aussi le droit d'avoir une propre stratégie industrielle et de rendre des arbitrages. Donc, vous parlez de Bolloré. Bolloré n'a pas quitté l'Afrique. Bolloré est très présent dans le domaine des médias, par exemple, reste présent dans le domaine des médias. Je parlais évidemment de l'activité portuaire. Oui, mais Bolloré s'est retiré de l'activité logistique puisqu'il a aussi vendu, ou il est en cours de vente, de son activité transport et logistique mondiale en dehors de l'Afrique. Donc, ça n'est pas un problème africain, c'est un problème de réorientation stratégique des investissements du groupe. En revanche, il y a d'autres groupes qui ont quitté, notamment un ou deux groupes bancaires qui ont pris un certain nombre de décisions. C'est lié à l'incertitude, évidemment, de la situation générale en Afrique, de la taille des marchés. Il ne faut pas oublier que l'Afrique étant à la fois un continent extraordinairement peuplé, mais avec beaucoup de pays qui fait que nous avons affaire à des marchés qui, pris individuellement, sont relativement petits. Quand vous avez un sentiment de risque justifié ou injustifié d'ailleurs sur les pays et que vous le comparez à la taille du marché, ça n'est pas bon pour l'investissement. J'ajoute qu'il y a aussi un autre sujet qui est celui de la conformité, de la compliance, des obligations réglementaires qui pèsent sur nos entreprises en ce qui concerne les bons comportements, la lutte contre la corruption, le genre, les aspects sociaux de nos implications, qui font pour lesquels nous sommes tout à fait en faveur, mais qui créent quelquefois des outils pour attaquer nos groupes, soit par la concurrence, soit par des adversaires de nos groupes. Et donc ça crée une ambiance qui, quelquefois, n'est pas très favorable pour certains investisseurs. Là, mais ça n'est pas la majorité. Là, on parle de la loi Sapin 2 qui veut lutter contre la corruption et qui rend difficile, voire impossible, de passer par des intermédiaires, ce qui était pourtant une pratique courante en Afrique, c'est ça ? Oui, vous parlez de la loi Sapin 2, il y a aussi toutes les réglementations européennes qui déroulent tout un tas
de standards sur les bons comportements qui sont tout à fait favorables, et nous sommes largement en faveur de ces questions-là et de ces réglementations-là. La seule difficulté, c'est que à peu près la moitié de nos concurrents ne sont pas soumis à ces mêmes réglementations, et notamment les nouveaux acteurs sur l'Afrique, que sont les Chinois, les Indiens, les Turcs. Ils n'ont pas respecté ces règles, puisqu'ils n'appartiennent pas à l'OCDE ou à l'Union européenne, et donc ça crée une concurrence quelquefois déloyale. Et donc c'est juste un sujet technique qu'il faut régler pour redonner confiance aux investisseurs qui craignent quelquefois d'être attaqués pour des questions de sous-traitance mal contrôlée ou éloignée, de protection de la planète, de réchauffement climatique, d'emploi des enfants, toutes ces questions-là qui peuvent quelquefois les inquiéter. Et nous disons, il ne faut pas s'inquiéter, il y a des réponses à toutes ces problématiques, mais ça peut être un sujet d'inquiétude. Mais je vous rassure, si j'ai besoin de vous rassurer, Oui. la majeure partie des entreprises françaises continuent à investir et à rester en Afrique, et nos positions, contrairement là aussi à une idée reçue, augmente en valeur absolue, même si elle baisse en valeur relative, puisque de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché. C'est donc normal que quand un nouvel acteur arrive sur le marché, les acteurs antérieurs qui étaient là voient des parts de marché baisser légèrement. Merci beaucoup Étienne Giros pour ce message rassurant. Je rappelle que vous êtes président du Conseil français des investisseurs en Afrique. Merci encore pour votre analyse et votre éclairage.